on va détricoter toutes les injonctions, toutes les normes dans lesquelles on grandit, parce qu'on vit dans une société qui est quand même très hétéro-normée, où il y a encore beaucoup de stéréotypes, de standards autour de la sexualité. Et quand on se lance dans nos premières relations, eh bien voilà, on n'a pas forcément à ce moment-là eu les infos, on a fait comme on a pu. AVS avec Philippe Robichon. Bon. Ah oui, mais bon Nadia, c'est KVS, ça veut dire à votre santé. Le mardi, c'est à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On commence toujours avec les précautions d'usage, puisque vous nous écoutez à l'heure du déjeuner. Précautions d'usage pour les oreilles sensibles qui sont en train de déjeuner en famille. Nadia Elboguet est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Quoique le sujet d'aujourd'hui, on peut en discuter en famille. Oui, c'est vrai. Il y en a pour toutes. Il n'y a pas d'âge pour poser des questions. Et surtout pour y répondre. Exactement. Je rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Et en ces temps d'inflation, tout augmente, puisque l'année dernière, notre invitée répondait à 100 questions. Et cette année, c'est à 130 questions qu'elle répond. Vous voyez, ça augmente. Notre invitée s'appelle Charline Vermont. Bonjour et bienvenue. Merci, bienvenue. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci Nadia, merci Philippe. Vous êtes sexothérapeute, formatrice en santé sexuelle, vous éduquez à la sexualité positive, qu'on essaiera de définir tout à l'heure, animatrice du compte Insta Orgasme et moi. Les parents vous disent merci, grâce à vous, terminez les GMSP, les grands moments de solitude parentale, et vous publiez aujourd'hui Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Comme on disait tout à l'heure, votre éditeur, c'est Albin Michel, et on a clairement changé d'époque avec votre livre. Enfin, moi je trouve, ça c'est mon impression, je trouve qu'on a vraiment changé d'époque. Il y avait les livres avant qui parlaient de sexualité et il y a maintenant. Ah ouais, c'est The Livre. En fait, c'est la continuité, sans doute, du premier livre qui s'adressait à la fois aux enfants de 5 à 14 ans et leurs parents, et d'ailleurs à toute personne qui gravite au contact des enfants, les pros de santé, les éduques, etc. Et en fait, quand j'ai sorti ce premier livre, il y a beaucoup de parents qui lisaient le livre avec leurs enfants qui me disaient « Mais Charline, on a appris tellement de choses ». Et je me suis dit « Waouh, alors si les grands apprennent alors que clairement en fait le contenu il a été mais spécifiquement fait pour les enfants, alors ça veut dire que nous les grands, nous avons besoin de notre livre à nous, et ce livre à nous pour les grands, c'est le nouveau, effectivement, c'est Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions, qui s'adresse à tous les adultes et qui est accessible à partir de la majorité sexuelle, à partir de l'âge de 15 ans. Voilà, et du coup, Charline, elle corrobore ce qu'on dit depuis 10 ans maintenant, c'est que l'éducation aux sexualités, c'est à tout âge, jusqu'à ce que on s'envole. On martèle ça depuis 10 ans maintenant. Ça a toujours étonné tout le monde de dire éducation aux sexualités pour des adultes, pourquoi faire ? Aux sexualités. Alors oui, voilà. Alors, pourquoi ? C'est le tout petit, c'est le seul élément que j'aurais à reprocher, parce que franchement, il y avait tout, il n'y avait pas les préliminaires, il y avait tout, mais il fallait. Ah non, mais il est au top le livre. Moi, je le dis en tant que professionnel de santé, il est au top du top du top. Il y a pas de livre équivalent sur le marché actuellement. Merci. Non, mais clairement. C'est pour ça que je trouvais qu'on avait changé d'époque. J'ai pas été payé par Albin Michel ni par Charline. Ah bon voilà, non, mais c'est juste pour. Votre éditeur, c'est Grasset, c'est pour ça. Pour préciser, mais. La question qui m'est tout de suite venue, alors peut-être parce que c'est ma déformation en tant que sexologue et sociologue, pourquoi éducation à la sexualité ? Parce que quand on dit la sexualité, dans mon référentiel en tant que sociologue, derrière, il y a l'hétéronormativité en fait. Alors que qui est tu complètement ne fais que déconstruire tout ça. Oui. Pourquoi pas éducation aux sexualités ? C'est sexualité au sens effectivement très large, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Et au fil de ce livre, effectivement, on va détricoter toutes les injonctions, toutes les normes finalement dans lesquelles on grandit, parce qu'on vit dans une société qui est quand même très cis, hétéro-normée, où il y a encore beaucoup en fait de stéréotypes, de standards autour de la sexualité. Et quand on se lance généralement dans nos premières relations, on n'a pas forcément à ce moment-là eu les infos, et comme je le dis au début du livre, on a fait comme on a pu. Finalement, tout le monde, on a fait, on s'est débrouillé, système D, on a chopé des infos à droite, à gauche, pas forcément les bonnes, pas forcément les bons modèles. Et puis, il y a un moment en fait où, au gré des rencontres, au gré des lectures, au gré des comptes Instagram, n'est-ce pas, qui arrivent pour prendre vraiment le pouvoir en fait, et surtout redonner le pouvoir aux gens sur leur corps, leur plaisir, leur désir, leur sexualité au pluriel. On va pouvoir
enfin avoir accès à une sexualité qui soit à la fois safe, qui soit consentie et épanouissante pour tout le monde. D'autant plus que vous mettez la première fois au pluriel. Ah bah les premières fois. Ah ouais, les premières fois. Ouais, donc on peut y aller pour les sexualités. Vous définissez la sexualité positive, l'éducation à la sexualité positive. Ça veut dire qu'il y aurait une éducation à la sexualité négative ? Absolument. Enfin moi j'insiste là-dessus. C'est-à-dire finalement il y a un saut du tabou, de la honte qui a pendant des années, enfin jusqu'à très récemment, marqué tout ce qui touchait à la sexualité. C'était un sujet soit dont les parents ne parlaient pas, donc en fait la seule chose qu'on rencontrait c'était le silence, soit il y avait du jugement, et il y a encore beaucoup de jugement d'ailleurs sur la sexualité. Il y a également un côté négatif, alors je sais pas si c'est négatif, mais la dominante durant on va dire toute la fin du XXe siècle, quand l'éducation aux sexualités sont apparues, c'est il y avait un axe d'approche par les risques. On était dans un axe prévention. Finalement, on parlait de tout le négatif en fait qui pouvait nous arriver. À l'époque, on disait MST. C'était avant les IST d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc on parlait de quoi ? On parlait effectivement du risque de grossesse. On parlait des risques effectivement d'IST. On parle de prévention des violences sexuelles. Finalement, tout ça, c'est hyper important. Il est nécessaire d'en parler, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'éducation. Il faut également parler, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les établissements scolaires quand je leur dis mais pourquoi on parle autant de sexe ? À la fois c'est omniprésent et c'est très tabou. Pourquoi on en parle autant ? Parce que c'est peut-être aussi au cours de votre vie, au cours de notre vie, une des expériences de plaisir, de jouissance la plus intense qu'on va pouvoir vivre avec soi-même et avec les autres. Et cet axe, il est également nécessaire d'en parler. Voilà. Enfin, quand même, les nouvelles générations, je pense qu'elles n'ont pas assez conscience des IST aujourd'hui, et que là-dessus, il ne faut jamais baisser la garde. On ne baisse jamais la garde. Il y a une vraie recrudescence des IST. Alors c'est vrai, c'est bien de parler de tout le reste, mais en fait c'est ça, il faut essayer de trouver un juste la équilibre. La base, c'est de dire que ça existe toujours, les enfants. Autant en parler de façon très très médicalisée, très médicalisée, et sous la forme effectivement de danger absolu, et donc la sexualité s'est entachée de tout ça. Finalement, on ne voyait que le prisme négatif du contact et de la relation à l'autre. Autant maintenant, il y a un relâchement effectivement générationnel sur ces questions, où on a cette idée qu'on est invincible et que rien ne peut ça soigne. Oui. Ouais, en fait, en l'occurrence, il y a tout un chapitre dans le livre qui est extrêmement détaillé. Et d'ailleurs, sur mon compte, c'est un vrai combat. Je rappelle quand j'ai commencé le compte Orgasme et moi, il y a 4 ans et demi, que je leur ai demandé, avez-vous déjà fait un dépistage au cours de votre vie? Donc je m'adresse à des personnes qui sont essentiellement sexuellement actives. Le résultat était très faible, c'était de l'ordre de 20%. Et bien aujourd'hui, ma communauté que je fais grandir, on grandit collectivement ensemble, on parle de ces sujets-là très régulièrement, parce que l'éducation, c'est de la répétition. J'arrive à des taux qui dépassent les 50%, donc il y a une vraie prise de conscience d'un sujet à part entière. Je rappelle qu'en France, et c'est important, on est dans un pays où les pouvoirs publics sont engagés sur ce terrain-là, c'est-à-dire on a des Cégide en France, à vos auditeurs, auditrices. Alors Cégide pour tout le monde, Charline. C'est des centres de diagnostic et de dépistage, donc on va en Cégide, toute personne peut y aller, quel que soit son âge, y compris les personnes mineures, et de manière gratuite et anonyme, on a des dépistages complets. Si on n'a pas de Cégide à côté de chez soi, il y a des personnes qui vivent en zone rurale, vous pouvez également avoir une téléconsultation, une consultation médicale, aller au labo avec votre ordonnance et faire ça, et c'est remboursé à 100%. J'insiste, rien n'est gratuit, c'est-à-dire rien n'est c'est ça, 0%. C'est pas parce que vous payez pas que ça n'a pas un coût. Ça a un coût, et c'est un coût qui est pris par les pouvoirs publics. C'est pris en charge, c'est juste ça la différence. Exactement, et franchement, j'ai envie de dire, mais profitez-en. Si vous allez en Suisse, chez nos voisins, ils vont vous dire que pour un dépistage complet, ça va coûter 450 CHF. Concrètement, en France, on a l'immense chance d'avoir des pouvoirs publics engagés sur ce terrain-là. C'est important, c'est une question de santé publique. Tout à fait. D'ailleurs, il faut faire un dégagement là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a du relâchement chez les jeunes qui sont passés à autre chose en fait. Tout à fait. Dans le chapitre prévention des risques d'IST et grossesse, Charline, accompagnée donc
de l'illustratrice. Oui, Stomy Buzzy, Juliette Voilà. Mercier, qui a fait un travail extraordinaire. Vraiment. Moi, j'avais dit à Albin, écoutez, on va faire un livre qui, effectivement, soit un ouvrage de référence ultra complet, donc ça fait 320 pages. Je leur ai dit, mais personne ne lit aujourd'hui. Le seul moyen de rendre le livre accessible et que tout le monde puisse se l'approprier, je veux des dessins partout. Voilà, et du coup, on a emmené... Et des QR codes. Et des QR codes, effectivement. Il faut le dire, parce que aujourd'hui, il est interactif, votre livre. Il est interactif, c'est-à-dire, il y a un sujet, typiquement, j'ai envie d'aller en Cégide pour me faire dépister. Je ne l'ai jamais fait. Si c'est votre cas, vous allez en Cégide, c'est une très bonne idée. Il y a un QR code, bim, et vous trouvez le Cégide à côté de chez vous, vous prenez rendez-vous. Effectivement, il y a un besoin d'interactivité. Vraiment très pratique. Et voilà, et je me suis dit, mais 200 illustrations. Voilà. Là, par exemple, sur la question des IST, il y a un tableau qui est vraiment très, très accessible, très bien fait. Et, alors, Nadia, vous êtes en train de le montrer pour ceux qui verront la vidéo, comme ça vous avez le tableau. Exactement. Ouais. Et puis également des illustrations très explicites et claires. Donc il est vraiment bien fait. Allez, Charline est avec nous, Nadia, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Et corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Donc il y en a 130 des questions. Et puis il y a encore des questions dans les questions. Donc il y a vraiment énormément de questions. J'ai appris énormément de nouveaux mots. Alors quand même, nous on fait des émissions toutes les semaines. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre de référence. Et on a vraiment changé d'époque. Alors il y a quelque chose que je ne connaissais pas, c'était l'aftercare. Parce qu'on parle toujours des préliminaires, Nadia, mais aujourd'hui nous allons parler de l'aftercare. Ouais. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de préliminaires. Là, je sais. Ouais. Non, en fait, c'est exprès justement qu'il dit ça. On vient chercher. Non, c'est parce que ça fait 10 ans. Nos auditoristes sont sensibilisés sur Beurre FM. Ça fait 10 ans maintenant que je martèle préliminaire n'existe pas. J'ai commencé il y a 10 ans à le dire. On me regardait avec des yeux écarquillés. Oui, mais quand même, il n'y a pas de quand même. En fait, la sexualité, c'est... Il n'y a pas de hiérarchie et de fin, exactement. et il n'y a pas de hiérarchie dans les scripts. Ouais, parce que préliminaire, c'est un sens très précis. Ça signifie qu'il précède et anticipe quelque chose de plus important. Il y a un liminaire, et que ce liminaire, c'est la pénétration. Et en réalité, non, la pénétration phallo-vaginale n'est pas plus importante que tout. C'est important pour se reproduire, mais le sexe, c'est pas que de la reproduction, Dieu merci. Et du coup, il y a tout le reste des panels. D'ailleurs, il y avait cette fameuse, je pense que c'est la planche que je préfère dans le livre, où je montre l'intégralité des possibles en fait en dehors. Tu vois, quand j'ai les lycéens et même les adultes qui me demandent c'est quoi faire l'amour, alors faire l'amour, voilà, pour les personnes qui suivent en vidéo, voilà, ça peut prendre tout ce genre de forme. Voilà, donc on arrête de parler de préliminaire. Et comment on fait les enfants? Et l'aftercare Non, l'aftercare, c'est plus nouveau pour moi, l'aftercare. Mais t'as pas appris le mot aftercare en lisant mon livre, si? Ah, moi, alors là, franchement, je savais même pas ce que c'était. D'accord. Alors, l'aftercare, je vais quand même donner un contexte. C'est un mot qu'on a vu apparaître d'abord dans les milieux BDSM. Donc, concrètement, là, on est vraiment dans une expérience niche, voilà, qui concerne des personnes, des adeptes, qui, vraiment, l'aftercare, c'est l'espèce de zone, de moment tampon entre une expérience intense pour les personnes qui pratiquent et le retour au monde réel. Eh bien, voilà, on avait cette espèce de phase d'atterrissage sur la Terre. En réalité, l'aftercare, il est important et presque nécessaire après tout acte sexuel. La réalité, c'est que une fois qu'on s'est donné mutuellement, on a partagé beaucoup de complicité, beaucoup d'intimité, on s'est mis à nu. On va pas repartir dans la vie réelle. On va pas fumer sa clope. Voilà, mais en fait, juste prendre le temps. Mais prendre le temps de la gratitude, simplement, peut-être se remercier mutuellement pour le moment qu'on a partagé, s'assurer que l'autre est safe, est-ce que ça va bien. Il y a des personnes qui pleurent après l'amour, qui pleurent après l'orgasme. Il y a juste, tiens, n'oublie pas d'aller faire pipi pour éviter une infection urinaire. Est-ce que tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu as besoin de reprendre un peu d'énergie? Je te prépare un petit plat. C'est rien, mais ce sont des petites attentions qui prolongent ce moment magique qu'on vient de vivre, qui permettent aussi de se prévenir les infections, etc. C'est les moments en fait d'atterrissage ensemble et de retour à la vie quotidienne, à la vie réelle. Juste un petit rappel culturel quand même. Alors, l'aftercare, c'est un terme récent, mais dans l'histoire musulmane, par exemple, il y a un hadith quand même du prophète qui dit qu'on ne doit pas laisser sa compagne après un rapport sexuel sans sans s'être enquérie, en fait, savoir si elle a bien eu un orgasme ou si elle est satisfaite de la relation qui a eu lieu. Donc, et je suis certaine que dans les autres cultures ou dans les autres confessions, il doit y avoir aussi des
une historique de ce type. Alors après, c'est vrai qu'on utilise des nouveaux termes, mais en réalité, il faut juste creuser dans nos propres histoires et c'est des choses. C'est la bienséance, en fait, tout simplement. Ouais, ça fait partie du respect. Moi je rappelle que quand j'avais abordé le moment de l'aftercare sur mon compte, il y a plein de personnes qui m'ont dit moi j'ai jamais eu le droit à rien. Il y en a même qui m'ont décrit, alors je suis désolée, je vais faire un trigger warning, je vais évoquer un trigger warning. Donc je sais pas ce que c'est un trigger warning. Ça veut dire oh mais si Philippe, vous en avez fait avec Dr Mascret, arrêtez. Non mais il faut expliquer à tout le monde. C'est-à-dire je vais dire quelque chose qui peut choquer des personnes qui ont vécu des situations similaires. Donc reprenez dans 15 secondes. Il y a des personnes qui m'ont décrit avoir été mises à la porte. C'est-à-dire, hop, ça y est, ça c'est fini. Est-ce que tu peux vite partir, s'il te plaît, j'ai un call qui arrive. Je te laisse te rhabiller dans le couloir. Non, ça c'est pas possible. Les humaines, on n'est pas des consommables. Même si on est là que pour du casual sex, même si on est là qu'avec un plan cul, un sex friend, même dans ces relations dites casual, où on est vraiment sur une sexualité récréative, votre partenaire a le droit un minimum de respect. Et le respect, c'est vraiment juste de s'enquérir que la personne est en état émotionnellement et physiquement de pouvoir derrière atterrir et reprendre une vie normale. C'est un dû. Tout à fait. C'est un dû et c'est une suite logique du consentement. Alors, exactement. C'est le seul livre d'éducation aux sexualités où il y a un chapitre entier sur le consentement. Un long chapitre. Un long chapitre et chapitre fondamental. Ouais. Ce chapitre, j'ai des frissons. Ce chapitre, on en parle beaucoup en fait en dédicace et même en story, en DM. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent parce que la réalité, on le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, on estime que c'est 40% des femmes qui ont déjà vécu des situations de non-consentement. C'est un chiffre du Haut Conseil à l'égalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sur lesquelles on met ou met pas des mots. On se sent légitime ou pas légitime parce que tout le monde a une idée assez précise de ce que c'est. En gros, le viol parfait, ça serait dans la nuit, une rue déserte, un inconnu. Non, en réalité, c'est beaucoup plus souvent votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez. Ça se passe souvent à la maison, etc. Et pour autant, il y a des actes qui vont vous faire sentir extrêmement mal et qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas normal de ne pas vous demander votre consentement avant des actes qui touchent à votre intimité. Et donc, les personnes, effectivement, me parlent beaucoup de ce chapitre parce que je vais peut-être poser des mots sur ce qui s'est passé et leur dire des choses comme « je te crois ». Ce n'était pas de ta faute et on est ensemble, on va se reconstruire ensemble. Oui, mais attendez, ce que Nadia, moi je suis de la vieille génération, je vous le dis tout de suite, de cette génération qui n'a pas eu d'éducation au consentement et qui a été en couple sans éducation au consentement. Et beaucoup de personnes qui sont en couple depuis longtemps vont peut-être être surprises parce que vous lisez, puisque vous dites que finalement le consentement c'est tout le temps. Ouais, c'est partout, tout le temps. C'est tout le temps, même dans le couple. Même dans le déroulement de la relation sexuelle. Ouais, exactement. C'est surtout ça qui est important en fait. Je pense que tu es à la bonne page, Nadia. Oui, parce que vous donnez effectivement les règles du consentement. Donc, pour ceux qui sont sur la vidéo. D'ailleurs, c'est les règles, oui, mais les règles de validité du consentement. Exactement. Mais beaucoup de gens qui sont en couple depuis longtemps n'ont pas forcément été éduqués à ça. Les jeunes aujourd'hui, ça leur paraît évident. De parler de consentement. Alors, ouais et non. Enfin, oui et non, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est une chance, mais j'interviens dans les établissements scolaires et j'ai malheureusement des interventions à faire dans des classes où il y a des situations de non-consentement. Les situations de non-consentement, elles interviennent dès le début de la vie affective, relationnelle, sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui, dès leur premier copain, première copine, en première et en terminale, vont vivre des situations de non-consentement, donc des violences sexuelles, et même de la part de leurs petits copains. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc, on a cette sensation qu'on en parle, mais c'est pas parce qu'on en parle que les jeunes comprennent ce que c'est. Ouais. Il y a encore cette espèce de notion. Donc, moi, je suis intervenue l'an dernier, ça m'a bouleversée dans un lycée en première S, où effectivement il y avait je vais pas tout dérouler, mais il y avait une situation clairement d'absence de consentement d'une jeune femme. C'est pour ça que j'étais intervenue et en fait elle a dit à l'infirmière scolaire, moi on m'a dit que pour garder mon mec il fallait le sucer et écarter les cuisses quand il en avait envie. Voilà, c'est encore ça malheureusement qu'on a dans
c'est en 2022, on est en France, on parle de consentement, mais pour autant, pour les jeunes, il y a encore cette espèce de d'injonction à être en couple. Donc quelque part, elle préférait être en couple et subir des choses clairement non consenties que d'être seule, parce qu'il y a un statut, mais oui, il y a un statut social que de dire moi j'ai un mec, ça y est. Donc il y a une injonction à être en couple quand même. Il y a une injonction à finalement subir une sexualité ou donner satisfaction en s'écrasant complètement sur son propre désir et son propre consentement. Ça, c'est non. Vraiment, c'est important de dire aux jeunes et d'ailleurs à toute personne que le consentement, il s'applique au sein du couple, et donc les règles de consentement, c'est pour révocable. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer avec une personne chez vous. Je vais dans un bar, je drague une fille, par exemple, je la ramène chez moi. Et voilà, et on commence à se déshabiller, tout se passe bien, et en fait, il y a un moment où je me dis, je le sens plus, je suis désolée. Je me sens pas en mood. Je m'excuse. Est-ce que c'est ok que je te prépare un café et que tu rentres chez toi, parce que là je n'ai plus envie. On peut déjà être en train de faire l'amour et dire je me sens plus, je suis pas en mood. On peut déjà être en train de, par exemple, en pleine pénétration et dire on va s'arrêter. Voilà, ça va plus, je me sens pas bien. Je rappelle qu'à partir du moment où vous retirez votre consentement, d'abord, vous n'avez pas à vous justifier. Il est révocable sans justification et ça doit s'arrêter immédiatement. C'est-à-dire, si en pleine pénétration avec mon partenaire, je dis on s'arrête là et qu'il continue, le moindre coup de rein supplémentaire, c'est un viol, d'accord ? On arrête immédiatement. La deuxième chose, c'est enthousiaste. Là, on va reparler du positif. Le consentement, c'est deux désirs, deux envies vraiment de se donner mutuellement du plaisir, de la complicité, de l'intimité qui se rencontrent. Quand les deux personnes sont ultra partantes, on est dans le consentement. Voilà. Et je rappelle que l'inverse de l'enthousiasme, c'est quand on est en train de... On dit non, je sais pas, je me sens pas trop. Ah mais si, allez, viens... Non, allez, viens. Bon, d'accord. Ça s'appelle céder. J'ai cédé à une pression exercée et céder n'est pas consentir. Alors Charline est avec nous, Nadia, Charline. Alors on vous appelle Charline, mais vous avez un nom. Charline Vermont. Mais c'est vrai qu'on vous appelle Charline et vous publiez donc Corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions et toutes les questions sont permises. Il y en a 130 et on est en train de voir les règles de consentement dans le couple, mais le consentement c'est partout dans la vie. Exactement. Oui, exactement. Alors avant de laisser justement Charline continuer sur les règles, et c'est vraiment un bon élément mémotechnique, je rappelais juste que effectivement le consentement n'est pas quelque chose qui va de soi en fait dans nos sociétés, parce que c'est un problème interplanétaire, je le répète bien. C'est parce que, alors vous pouvez noter l'heure, parce que je vais sortir le attention, terme. Lequel dans les sociétés, allez-y, patriarcales. Parce que dans le système patriarcal, voilà, parce que c'est quand même la problématique du consentement, on en parle maintenant parce qu'on a commencé tout juste depuis MeToo à dénoncer les agressions sexuelles faites aux femmes, les viols, justement ces problématiques de représentation et d'érotisation, on en a parlé avec le docteur Mascret, d'érotisation de la violence. Donc je dis souvent qu'il faut érotiser le consentement. En fait, si on retravaille cette question d'érotiser le consentement, ça deviendra quelque chose de très fluide. Donc ne nous butons pas sur le fait qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que l'éducation, c'est justement une déconstruction permanente. Tu parles d'or. J'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que moi j'étais sur un plateau avec Noémie Delattre et elle disait là où le patriarcat est très fort, c'est que on peut comprendre que c'est pas bien la violence, etc. Mais l'érotisation, la glamourisation de la violence sexuelle est venue coloniser notre imagination. Exactement. Notre imaginaire érotique. Et on va trouver extrêmement sexe un mec qui va arriver dans une pièce, plaquer une meuf contre une porte et lui rouler un patin. Et en fait, ça s'appelle juste une agression. D'ailleurs, tu le dis, ça Indiana Jones, c'est... Exactement, et puis James Bond et tout ça. Alors, la réalité, c'est que ça s'appelle de la violence sexuelle, c'est de l'agression. Comment on fait pour, là-dedans, trouver le consentement sexy ? Moi, quand j'ai commencé à en parler, les gens me disaient, limite, c'est mièvre. C'est-à-dire, est-ce que je peux... Enfin, voilà, il y a des filles qui me disaient, moi, un mec qui arrive comme ça, tout de suite, ça me déchauffe tout de suite. J'ai besoin de plus... Ça casse l'ambiance, ça. Voilà, ça casse l'ambiance, etc. Ouais. J'ai besoin de, d'ailleurs, non. Alors, d'abord, le consentement, ça
casse pas l'ambiance. Ça veut dire juste si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y en avait pas. Ou alors vous étiez seul dans l'ambiance. Et c'est très inquiétant. Je la reprendrai. Hein. Voilà. Si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y en avait pas. Je la garde. Et moi, je l'ai vu, cette éducation dont tu parles, Nadia, qui est très importante et sur laquelle on travaille, nous, éducateuristes, sexothérapeutes, etc., c'est que là, aujourd'hui, de plus en plus de personnes m'écrivent en me disant, pour la première fois de ma vie, écoute Charline, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai été mariée, j'ai des enfants. Pour la première fois, je me retrouve à dater des nouveaux partenaires. Eh bien, on m'a demandé mon consentement pour la première fois. Et elle me dit, alors il y en a qui chialent, en disant, incroyable, qu'on me fasse me sentir aussi importante, en fait, et respectée, et écoutée, et qu'on me donne le libre arbitre de choisir, j'ai envie ou j'ai pas envie. Eh bien, en fait, je me suis sentie, mais... voilà, enfin, ça y est, j'étais de nouveau au centre. Finalement, j'étais de nouveau sujet de désir, et la personne ne pouvait rien me faire de plus haut en fait en termes de respect, et à quel point j'étais importante, valorisée. Et voilà, et j'ai dit oui en pleurant toutes les larmes de mon corps et en le remerciant. Et on a vécu une nuit où il a demandé à chaque moment où il me touchait telle zone, où il me pénétrait tel endroit, si c'était ok pour moi. Il me murmurait à l'oreille, j'ai très envie de te faire ça, est-ce que tu en as aussi envie? Elle me dit en fait, non seulement ça me déchauffait, ça me chauffait complet, ça m'excitait complet. J'étais là, oui. Et en fait, non, le consentement, ça casse pas l'ambiance, ça permet aux choses d'advenir de manière safe et belle. Donc allez-y. Bah justement, ce chapitre est tellement fondamental. Bon, déjà, il est au centre du bouquin. Ça, je pense que ça a été très bien réfléchi de ta part. Mais il va en fait dans la continuité d'un autre chapitre aussi, qui est la sexualité à soi, et un autre sur l'estime de soi, et voilà, la confiance en soi. Mais ouais. Parce qu'en fait, pour que le consentement devienne une évidence, en réalité, il faut s'estimer. Parce qu'à partir du moment où on s'estime, où on a confiance en soi, et on est assertif et assertive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, assertif ? Alors, l'assertivité, voilà, justement, c'est cet ensemble d'estime de soi, de confiance en soi, mais dans la relation, c'est-à-dire que finalement, je peux proposer des choses, je peux aussi exprimer des choses dans le respect de l'autre, dans le respect de moi-même d'abord, et le respect de l'autre. Et le consentement, pour qu'il devienne quelque chose d'évident, une évidence dans nos fonctionnements sociétaux, eh bien, c'est d'abord de travailler sur soi. Oui, enfin, vous parlez d'assertivité, alors que certains n'osent même pas se mettre nus devant leur partenaire. Ouais. Vous voyez, il y a aussi des degrés dans la confiance en soi. Hein. Mais d'où l'importance, c'est-à-dire, c'est difficile de se mettre à nu devant un partenaire, et d'ailleurs... pour la première fois, je veux dire, c'est pas simple. Et puis, j'ai envie de dire, moi, je suis hyper à l'écoute de ce genre de personnes, en leur disant, mais il n'y a aucune urgence, et puis il n'y a aucune obligation d'ailleurs. Enfin, voilà, on peut faire les choses de manière progressive. Et parlez-en avec votre partenaire, en disant moi je suis désolée, ou je suis pas désolée d'ailleurs. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Est-ce qu'on peut mettre un drap sur moi? Est-ce que voilà, tu peux y aller très progressivement? J'ai pas envie d'enlever cette partie-là pour l'instant parce que je suis pas à l'aise. Et j'ai envie de dire, vous, partenaire, vous avez un rôle à jouer pour valoriser votre partenaire et aider à lui donner toute confiance en disant, est-ce que je peux juste, par exemple, nommer les différentes parties de ton corps et dire en quoi je les trouve magnifiques. Et alors les nommer avec les vrais mots. Hein. Avec les vrais mots. Ta chatte, par exemple, elle est unique et elle est magnifique telle qu'elle est. Et envoyer comme ça, vous voyez, il faut marquer un temps d'arrêt, il faut mettre un bip, il faut nous préparer nos oreilles. Charline. D'accord, alors désolé, bip. Parce que je ne l'ai pas vu venir, donc sinon je donne l'heure. D'accord, 11h49, ta chatte, elle est magnifique, elle est unique, etc. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se mettre à nu en disant mais qu'est-ce qu'il va penser de la taille, de mes lèvres et de l'odeur et du goût, est-ce que c'est ok? Je rappelle, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, ok? Donc là, c'est ok d'avoir peur la première fois, c'est ok de vous poser toutes ces questions. Le mieux, c'est de pouvoir en parler avec votre partenaire et de lui dire en fait à quel point pour vous c'est un acte qui demande du courage, qui demande du temps. Il faut y aller à votre rythme, il faut être à l'écoute. Et encore une fois, le partenaire ou la partenaire a toute l'étude d'écoute. Voilà, si je suis là et par exemple, bip, 11h49, j'ai envie de te faire un cuni parce que j'ai envie de te donner du plaisir. Et ta chatte, moi, je la trouve magnifique. Et si j'ai envie de le faire, je le fais pas du tout de mauvais cœur. Au contraire, je le fais parce que cette partie de ton corps, elle est magnifique. Parce que je sais que si tu me guides, on va pouvoir vivre un super moment d'intimité. Alors, t'as envie de le faire? Tu me dis quand t'es prête et si t'en as envie.
Voilà. Alors, dans la continuité, juste Philippe, oui. désolé, dans la continuité de ce que vous dites, c'est important. Il faut rappeler que ce type de travail donc qu'a fourni Charline, qui sert à toute la société en définitive, hein, c'est un travail à faire à titre individuel. Donc si effectivement j'ai des problématiques pour me mettre à nu devant une personne, c'est pas la problématique de se mettre à nu qui est le problème en soi. Le problème, c'est la représentation que l'on a de ce qu'est un corps parfait, un corps stéréotypé, un corps... Donc ça veut dire que ce type d'ouvrage permet un travail individuel, certes, donc d'assertivité, d'estime de soi et tout ça, mais aussi un travail sociétal. Parce que l'éducation aux sexualités, c'est aussi déconstruire les représentations que l'on a, parce que ces représentations, en fait, elles nous habitent, hein, et elles nous obsèdent, et c'est ça qui revient continuellement. Je dis toujours, le patriarcat, il s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher. Il est avec nous sous la couette. Donc forcément, il concerne tout le monde. C'est-à-dire là, j'ai parlé des corps dits féminins, mais on peut également évoquer la même chose chez les hommes. Eh ben, chez les hommes, qui peuvent être également complexés par la taille de leur pénis. C'est pas entre autres, c'est toi qui l'as dit, mais absolument par la taille, par la forme, etc. Ouais. Moi, ça m'a fait rire. Hein, ça m'a fait rire. C'est pour ça que je dis, on est dans la vraie vie. Bah évidemment qu'on est dans la sexualité. Alors, c'est la vraie ça vie. pèse combien, un pénis? Alors 180 grammes. Alors ça, moi j'ai retenu ça. Au repos, effectivement, on est sur 180 grammes. Parce qu'après, il faut rajouter le flux sanguin, etc. Et effectivement, alors il y a des pénis de chair et des pénis de sang. Ah mais dis donc, mais t'es incroyable. Hein, non mais t'as bûché quoi. Non, il y a certaines parties que je bosse plus que d'autres en fait. D'accord. Mais puis on en a parlé avec un urologue qu'on a reçu dans notre émission. Mais c'est vrai que ce sont des notions que tout le monde n'a pas forcément. C'est ça, arrêtez de comparer vos pénis au repos, de toute façon ça n'a aucun sens. Voilà. Donc il y en a qui, pénis de sang, il va venir se gonfler, il va presque tripler de volume en érection. Un pénis de chair, il va faire fois 1,5 en moyenne. Donc effectivement, on ne compare pas. Et indépendamment, et quand bien même ils n'ont pas la même taille en érection, eh bien c'est effectivement pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Et puis je rappelle que à la fin, même le plus gros au repos, il fait quand même 180 grammes ou peut-être 200. Et si vous êtes une personne, un homme de 1m70 et que vous pesez 70 kg, vous avez 70 kg pour donner du plaisir à votre partenaire et pas seulement ces 180 grammes entre les jambes. N'empêche que cette question du pénis, elle est centrale chez les hommes et beaucoup pensent que finalement la taille et la grosseur du pénis, c'est important. Ça, c'est quand même une idée qui est ancrée chez les hommes. C'est une idée qui est ancrée par le système, excusez-moi. Alors, j'allais directement, je peux faire un tac au tac, je vais te répondre 6%. T'as compris pourquoi 6% ? 6% seulement des femmes ont un plaisir, atteignent l'orgasme par seule pénétration vaginale. Donc si vous pensez que votre pénis est important, rappelez-vous, il n'y en a que 6% pour qui éventuellement ça peut avoir un impact. Pour les 94 autres %, ce qui va avoir un impact, c'est la manière avec laquelle vous allez stimuler avec vos doigts, vos langues, des jouets, tout ce que vous avez à votre disposition. Vous allez stimuler la partie externe du clitoris, donc le gland, le capuchon, et pour 94% des femmes, c'est ce qui va donner accès au plaisir, à l'orgasme. Bon. Et toutes les autres zones érogènes. Et voilà, et on en parle des tétons, etc., et des fesses, et voilà, du reste. Non, on en parle dans la prochaine émission. Hein. D'accord. Et de la prostate. Voilà. Donc il faut Nadia, et de la prostate. On en parle de la prostate dans la prochaine émission. Déphallosisons. Oh, c'est voilà, déphallosisons. Disons. La sexualité, bah oui. Non, mais parce que c'est ça le problème. Votre livre, il est vraiment dans la vraie vie. Alors il y a pas de questions tabou. Parce qu'en général, on dit c'est tabou, mais il y a pas de tabou dans les livres qui disent qu'on lève les tabous. Alors vous, il y a quand même beaucoup de tabous que vous levez. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Je rappelle que sur Instagram, il y a de la censure. Donc moi je ne suis pas libre de mes propos et encore moins de mes illustrations. Moi ce que je dis souvent, c'est que pour faire l'éducation à la sexualité ou aux sexualités, il faut montrer les choses pratico-pratiques. Alors il y a des choses que j'ai pas besoin de montrer quand je parle des IST, quand je parle du consentement, etc. Quand je reviens à parler d'anatomie, de physiologie du plaisir, à un moment il est nécessaire de montrer les organes, de montrer comment ça fonctionne. Et ben ce livre, on s'est fait plaisir. Il y a plein d'illustrations et je pense qu'effectivement ça manque d'odeur, mais ça viendra pour la prochaine édition. Mais il y a aussi non je dis
ça parce qu'il y a aussi les odeurs dans votre livre. Oui. Mais c'est comme c'est des sujets dont personne ne parle jamais. Bien sûr, donc il y a les on croit odeurs. toujours que tout le monde est une princesse ou un prince avec des paillettes. En fait, ce qui est chouette, c'est que Charline, elle a désaseptisé en fait ce que depuis des siècles s'est installé, c'est-à-dire une sexualité hygiéniste. Donc, Vive les fluides, en fait. On est fait à 70% de flotte. Incroyable, quand on fait du sexe, quand on fait l'amour, eh bien, il y a des fluides qui viennent se mêler. Il y a de la salive, il y a de la mouille, il y a du liquide séminal, il y a du sperme, il y a du squirting. Bref, il y a tout ça qui se mêle. Il y a des résidus si on fait du sexe anal. Et tout ça, c'est OK. On est vraiment dans la vraie vie. Ça fait partie des expériences humaines qu'on peut vivre. Arrêtez de vous préoccuper de la propreté de votre couette. Exactement, il y a de la lessive pour ça. Bon, alors la suite est dans le livre, Nadia, que vous vous montrez corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Votre éditeur, donc c'est le tome 2 Albin Michel. C'était pour les enfants, celui-là. Voilà. Corps, amour, sexualité. Alors je vais rassurer tous les parents, hein, pour les enfants, eh bien on ne parle pas en fait de sexe, c'est-à-dire ça s'appelle sexualité parce que c'est un mot générique. D'ailleurs je me bats pour qu'on appelle les cours en primaire et en collège éducation à la vie affective, relationnelle, honnêtement. Voilà, donc le plus important c'est de leur faire prendre conscience de leur intimité, du consentement, de parler de puberté. Mais effectivement je rassure les parents, là on parle pas de sexe. Par contre là je m'en suis donné à cœur joie. Et d'ailleurs tu le mentionnes bien, hein, tu dis que c'est un public adulte accessible dès la majorité. Donc je le précise pour pas que les parents se trompent en achetant ce livre-là et se disant bon alors les loulous on va voilà. Donc ça c'est pour vous, et ça c'est pour vos enfants, et ça c'est pour eux. Voilà. Et ce sont des questions à hauteur d'enfants. C'est toujours ça. Alors peut-être que je vais pour finir sur les 2 livres. Je me suis entourée d'un comité médical éducatif. Donc le livre pour enfants avec pédopsychiatre, psychologue, médecin, gynéco. Le livre pour adultes, à peu près la même team avec urologue en plus. Voilà, écoutez, voilà, je suis hyper fière de ce travail collégial qu'on a fait, qui s'adapte à la fois pour les enfants à leur maturité et pour les adultes, à leurs questions. Bien, on fera une émission sur les enfants, sur les questions que se posent vos enfants. Alors, merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes Nadia, qui Philippe. reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Charline d'être venue avec nous. Nadia, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.